Still battling for rebounds. James makes it in and a foul. Let the coronation begin. LeBron James has helped crown Miami a champion of the basketball world. There'll be another parade down beautiful Biscayne Boulevard. 21 juin 2012, les Miami Heat viennent de remporter leur premier titre NBA, LeBron James décroche enfin sa couronne avec en prime un titre de MVP des finales. Son règne peut enfin commencer. C'est donc officiel, on est en plein dans l'ère de LeBron et tout laisse penser qu'il s'apprête à construire l'une des plus grandes dynasties de l'histoire aux côtés de Dwayne Wade et Chris Bosh. 27 ans, c'est l'âge de LeBron lorsqu'il soulève le trophée, un an de moins que Michael Jordan lors de son premier titre. Tous les signes pointent vers la même conclusion, les années à venir seront dictées par cette équipe du Heat. Pas tout à fait. Si Miami semble destiné à régner, la saison suivante va rapidement montrer que la concurrence est plus féroce que prévu. De grandes équipes reviennent au top niveau, des équipes ambitieuses se renforcent, des futurs grands noms de la ligue commencent à émerger, et avec tout ça, c'est le trône sur lequel LeBron vient tout juste de s'installer qui est déjà mis à rude épreuve. 2012, c'est aussi la première année où j'ai pu suivre une saison NBA en intégralité. Et en me replongeant dedans après mes dernières vidéos, j'ai d'abord ressenti un vent de nostalgie, mais surtout, je me suis rendu compte à quel point cette saison 2012-2013 a marqué un tournant pour la NBA. Un réel point de bascule entre deux époques. D'un côté, l'ère de LeBron, qu'on peut associer au franchise player et même au super team. De l'autre, l'avènement du basket moderne, mené par les Warriors de Stephen Curry avec un jeu basé sur la vitesse et le tir à 3 points. C'est une époque charnière, une révolution silencieuse ainsi qu'un choc de génération qui va redéfinir la manière dont on joue et gagne en NBA. Je vous propose de replonger dans cette époque au travers d'une série de 3 vidéos et tout ça commence avec cette saison 2012-2013. Commençons simplement avec la draft annuelle et clairement dans la QV 2012, on retrouve pas mal de futurs grands noms de la ligue, à commencer par le premier pick, Anthony Davis. À cette époque, Davis était un incontournable. Il représentait un numéro 1 incontestable, c'est simple, Davis était un talent générationnel. Il est complet, mais surtout possède une marge de progression quasi infinie. Bien qu'il soit vu comme un joueur défensif, son profil et sa mobilité laissent présager une grosse évolution en attaque. Pour résumer, Davis sort d'une saison avec un titre de champion NCAA. Il est couronné MVP du Final Four et c'est le meilleur défenseur du pays avec une moyenne de 4,7 comptes par match. C'est donc sans suspense que les Hornets de la Nouvelle-Orléans se précipitent sur lui pour en faire le nouveau visage de la franchise et le premier choix de cette draft 2012. Pour ce qui est des autres noms marquants de cette QV, en voici quelques-uns. Damian Lillard est sélectionné en 6ème position par les Blazers, Bradley Beal choisi en 3ème par les Wizards, on retrouve également le français Evan Fournier sélectionné en 20ème position par Denver et enfin Draymond Green récupéré bien plus tard au second tour en 35ème position. Voilà pour quelques-uns des noms clés de cette QV. Mais évidemment, l'intersaison ne se limite pas à la draft, les franchises vont aussi se renforcer sur le marché des transferts et un des plus gros moves concerne les Nets qui changent carrément d'identité. À l'époque, j'étais giga hypé. Première intersaison que je suis de près, je scrute la moindre info qui sort sur mon petit site de l'époque, Basket USA, ça c'est pour ceux qui ont la ref, et je vis déjà un changement de franchise, ce qui est pourtant en fait assez rare. Toute la com autour du projet est boostée par l'image et la musique de Jay-Z, puisqu'il devient propriétaire de la franchise, enfin propriétaire très minoritaire car en vérité il ne possède que 0,15% des parts, soit un investissement d'$1 million, une somme minime à l'échelle de la NBA. C'est donc surtout un plan de communication visant à donner un vent de fraîcheur à la franchise et à la rendre cool, avec un aspect plus urbain en adéquation avec Brooklyn et New York. Et je vous assure, rendre cool cette équipe qui passe après la franchise morbide du New Jersey, c'était pas gagné. En bref, Brooklyn arrive avec une salle ultra moderne, située en plein cœur de Brooklyn, le Barclays Center, et fait un premier gros recrutement en signant Joe Johnson. Mais si on veut parler de faits impactants qui ont rythmé l'intersaison, c'est le cas du drama qui a secoué Boston, où on apprend que Ray Allen refuse de prolonger son contrat afin de rejoindre les champions en titre. Mais ce n'est pas juste un départ classique, il accepte même un sacrifice financier pour signer à Miami, permettant ainsi à la franchise de rester dans ses frais tout en renforçant son effectif déjà très solide. Quitter une super team pour en renforcer une autre, c'est évidemment très mal perçu par ses anciens coéquipiers. Kevin Garnett et Paul Pierce ne lui pardonneront jamais car ce départ symbolise le début d'un déclin du Big Three des Celtics. Enfin, pour terminer cette intersaison, on repasse à l'ouest où les Lakers décident de passer la seconde afin de tenter à leur tour d'assembler un gros roster autour de Kobe. L'idée derrière ça, c'est de lui accorder une dernière danse, avant sa retraite qui approche à grands pas, puisque du haut de ses 34 ans, on se doute qu'on est plus proche de la fin de carrière du Black Mamba que du début. La franchise fait deux gros moves. L'un des pivots les plus dominants de la ligue, Dwight Howard, arrive d'Orlando et l'ancien double MVP, Steve Nash, débarque en provenance de Phoenix. Avec Pau Gasol et Kobe déjà en place, les Lakers forment un Big Four qui sur le papier semble ultra prometteur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va nous donner une saison croustillante.
pas dans le bon sens. Wow, wow, I got that wow, wow. Anything that I want, I'ma get it now, now. Yeah, wow, wow, I got that wow, wow. I be feeling like a knockout, baby, pow, pow. La saison commence avec les champions qui reçoivent leur bague comme à l'accoutumée, puis les Miami Heat vont faire honneur à leur titre durant les premiers matchs. On a l'impression que l'équipe n'a besoin d'être qu'à seulement 50% de leur capacité pour dominer, à l'image d'un LeBron qui est bien parti pour réaliser la meilleure saison de sa carrière avec un pourcentage au tir qui s'élève à 56%, qui est un record pour un ailier. Inutile d'en dire plus, en gros, dites-vous que LeBron est en plein cœur de son prime, il fait ce qu'il veut sur le parquet sans forcer, ce qui par conséquent pousse le collectif. Après 2 saisons ensemble, LeBron et Wade se connaissent par cœur et leur duo tourne à plein régime. Chris Bosh de son côté semble enfin pleinement en phase avec son rôle dans l'équipe et l'apport en sortie de banc de la recrue Ray Allen est redoutable puisqu'il offre au Heat du spacing grâce à son shoot qui est à l'époque le plus dévastateur de la ligue. Car oui, certains ne le savent peut-être pas, mais avant l'ère Curry, le meilleur shooter de l'histoire, c'était bien Ray Allen, qui tournait à une moyenne exceptionnelle de 40% de réussite, ce qui est lunaire pour un joueur qui prend autant de tirs à 3 points. Et pour preuve, c'est lui qui possède le record de tirs à 3 points inscrit en une seule saison avec 269 tirs primés. Sa technique de shoot est considérée comme parfaite, ce qui lui permet d'exceller sur les tirs en sortie d'écran, sur dribble et surtout en catch and shoot. Il a également un très gros facteur clutch qui a fait des ravages par le passé à Boston et qui de toute évidence s'avérera utile le moment venu, comme durant ce match face à Denver au début de saison où Allen donne la victoire à son équipe grâce à un tir à 0 degré. En bref, Miami est à la hauteur de sa réputation et amorce même une petite série de victoires juste avant la pause du All-Star Weekend puisque le 3 février 2013, Miami se déplace à Toronto et remporte le match ainsi que les 6 suivants, ce qui les laisse avec un bilan de 36 victoires pour 14 défaites. La fameuse super team des Lakers. On entre enfin dans un sujet intéressant. Je vais être honnête avec vous, à l'époque, j'étais un vrai haineux de cette équipe et même de Kobe qui, pour moi de l'époque, n'était qu'un vulgaire croqueur. Déjà, le fait de claquer des tonnes d'argent pour devenir la meilleure équipe, à l'époque, sous mes yeux d'ado de 15 ans, je trouvais ça injuste. Donc, j'ai décidé de passer la saison en pure hate watch. Et autant vous dire que je me suis régalé. Déjà, ça commence très vite avec la blessure du vieux briscard Steve Nash. Après seulement 2 matchs, ce qui met un premier gros coup de frein au projet. Son absence était d'abord estimée à 2 semaines. Et quel plaisir j'ai ressenti lorsque j'ai vu qu'elle se prolongeait encore et encore jusqu'à atteindre 7 semaines. Forcément, cette blessure impacte directement le jeu et la mise en place tactique des Lakers, Nash étant l'une des pièces maîtresses du projet. De son côté, Dwight Howard n'est pas à 100% puisqu'il revient d'une blessure au dos pas totalement guérie, de même pour Gasol qui souffre de tendinite. Au coaching, ça bouge aussi. Mike Brown est remplacé par Mike D'Antoni après seulement 5 matchs. Là, on commence à bien sentir le projet qui part en vrille. En plus, le souci de ce changement, c'est que Kobe ne s'entend pas du tout avec D'Antoni, suite à quoi va naître des tensions dans le vestiaire. Je vous le dis, cette saison, c'était le divertissement pour tous les haineux comme moi. Sur le terrain, il n'y a rien qui clique. Howard ne s'intègre pas, Kobe force, ça déséquilibre tout, et la défense est inexistante. Les Lakers misaient sur Howard pour recréer un duo Shaq Kobe 2.0, mais ils sont en train de se mordre les doigts. En quelques semaines, ils passent du statut de favori à celui d'équipe en crise. Bilan des courses All-Star Break, 25-29, classé 10e à l'ouest, avec une qualification en playoff qui s'éloigne un peu plus chaque jour. He had 0 chance before those guys hurt. Now it's -17. They got no chance of making the playoffs. Pour conclure sur le début de saison, parlons de 2 équipes qui, en soi, n'ont strictement rien à voir. Mais celles-ci possèdent une trajectoire assez proche. Je parle des Warriors et des Pacers. Indiana est en constante progression depuis plusieurs années. Avec un Paul George qui monte en puissance, d'abord reconnu pour sa défense, il prend ses responsabilités en attaque avec 18 points de moyenne. Et pour l'épauler, les Pacers s'appuient sur une line-up très solide avec Roy Hibbert et David West en leader. L'équipe parvient même à bousculer Miami et les Knicks, faisant d'elle un sérieux outsider à l'Est. De l'autre côté, à l'Ouest résonne un vent de fraîcheur avec l'explosion de Stephen Curry. Pour rappel, à ce moment, Curry n'est pas encore pris au sérieux dans la ligue, principalement à cause de son physique et de ses nombreuses blessures. Et pour compenser, et je vous la fais courte, Curry va développer une capacité unique, tirer à 3 points dans n'importe quelle position. Et ça fonctionne. Il tourne à 23 points de moyenne sur le début de saison, formant avec Klay Thompson le duo naissant des Splash Brothers. Je vous parlais de fraîcheur, la preuve, Golden State est l'équipe qui prend le plus de tirs à 3 points de la ligue. Toute l'équipe est orientée vers le spacing et le tir à longue distance, un style encore rare à l'époque en NBA. Résultat, les défenses ni habituées ni adaptées ont du mal à s'ajuster. Les Pacers et les Warriors ne sont peut-être pas favoris pour le titre cette année, mais ils vont tenir une promesse. Ils seront les équipes que personne ne voudra affronter en playoff. Knowing everybody ain't solid, or somebody that everybody ends up with nobody. Lose if you won't, lose if you will.
je vous parlais plutôt de choc des générations et c'est à partir de ce All-Star Game que les premiers grands signes apparaissent, avec 3 générations de joueurs réunis sur le parquet. L'ancienne génération est portée par Kobe, accompagné de Tim Duncan, Kevin Garnett et Dwayne Wade. Puis vient la génération dominante, incarnée par LeBron, KD, Westbrook ou encore Chris Paul. Enfin, la relève avec Paul George et Harden. Notez que Curry n'était même pas sélectionné parmi les All-Stars en 2013. En revanche, on retrouvait un autre meneur très prometteur en la personne de Kyrie Irving qui envoie un festival dans ce All-Star Weekend. C'est sa 2e saison, lui qui sort d'une année couronnée par un titre de Rookie of the Year. Le voilà maintenant déjà All-Star pour sa saison sophomore. Celui qui est en train de faire oublier LeBron aux Cavs brille d'abord dans le Rising Star. On sent une classe d'écart avec les autres jeunes. Il y a Kyrie et les autres. 2-3-3-2 type of guy to defend other teams' small forwards. Kyrie going to work on Brandon Knight. Oh no! Oh no! Oh no! Après ce match, il remporte le concours de 3 points en inscrivant un solide score de 23 dans un concours où on n'avait pas encore tous les ballons bonus. Et enfin, une solide performance dans le All-Star Game avec 15 points et de très beaux moves. Bref, ce soir-là, Kyrie prouve sa valeur et gagne le respect de la ligue. Mais dans ce match, il n'est pas le seul à briller puisqu'un autre gars envoie une perf stratosphérique. Mais lui maintenant, on a l'habitude. Je parle de Kevin Durant. Il inscrit 30 points, ce qui fait lui le meilleur scoreur du match. À cette époque, Durant est déjà considéré comme l'un des attaquants les plus inarrêtables de l'histoire et c'est déjà son 3e All-Star Game à plus de 30 points en seulement 4 participations. Discrètement, il trace lentement sa route vers une future course au titre de MVP. Et tout ça sous les yeux de LeBron qui fait face à Kobe dans ce qui est l'un de leurs derniers et bien trop rares vrais duels. L'ancien visage de la ligue face au nouveau. On retient notamment 2 énormes contres de Kobe sur LeBron dans le Money Time. Preuve qu'il prenait ce match bien plus au sérieux que les All-Star Games de ces dernières années. Puis, vu la saison galère, ce match c'est un petit vent d'air frais pour lui et c'est peut-être ce qui va lui permettre de relancer la machine. Bilan du match, du grand spectacle et une victoire pour l'équipe de l'Ouest 143-138. Maintenant, on entame la course au playoff. Et pour commencer, j'ai envie de parler de l'équipe de celui qui a été couronné MVP de ce All-Star Game, car c'est franchement impossible de revenir sur la saison 2012-2013 sans parler des Clippers de Lob City. Avant d'enchaîner sur la grande course au playoff, petit rappel très rapide. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est sûrement que ça vous plaît. Alors pensez à lâcher un petit like et à vous abonner. C'est un énorme coup de pouce pour la chaîne et ça me permet de continuer à vous proposer du contenu. Les commentaires sont également très importants pour le référencement. Donc si vous n'avez rien de spécial à dire, donnez-moi simplement le nom d'un joueur que tout le monde a oublié mais qui vous a marqué. Par exemple, moi, je repense souvent à Kirk Henrik. Voilà, merci à vous. Maintenant, on peut reprendre la vidéo. Comment parler de cette période sans évoquer les Clippers de Chris Paul qui effectue sa 2e campagne à Los Angeles et qui fait un boulot monstrueux pour laver l'image de loser des Clippers. Et pour ça, il est entouré de très gros noms tels que Blake Griffin, Jamal Crawford, DeAndre Jordan ou encore Matt Barnes, pour ne citer que. Et pardon, ça n'a rien à voir, mais tant qu'on parle de lui, quand je parle de Matt Barnes, je peux pas m'empêcher de toujours penser à ce flop mythique sur Kobe. Non mais vous voyez l'aura du type, d'où ça sort? Bref, restons sur les Clippers qui, avec tout ce beau monde, révolutionnent littéralement le spectacle en NBA. À l'époque, c'était simple, chaque lendemain de match des Clippers, tu te réveillais et tu voyais leurs actions partout. Et je parle de vraies actions. Here comes Chris Paul. The lob. The jam! Oh, what a monster jam by DeAndre Jordan! Les Clippers, ça gagne enfin. Et c'est en grande partie grâce à Chris Paul, considéré comme le meilleur meneur de la ligue avec 17 points et 10 passes de moyenne. L'équipe semble bien construite avec un Blake Griffin qui enchaîne les points et un Jamal Crawford en candidat sérieux au titre de 6e homme de l'année. DeAndre Jordan, quant à lui, est un mur en défense et tout ça réuni, mine de rien, ça fait une équipe avec de sérieux arguments. Mais malgré le show, des doutes persistent autour des Clippers. Le spectacle c'est bien, mais ça ne suffit pas pour gagner un titre. Est-ce que ce style de jeu peut tenir face à des équipes calibrées pour les playoffs? De plus, le sérieux manque d'expérience
l'expérience en playoff pourrait leur coûter cher, et des questions se posent déjà sur Chris Paul qui en est sa 8e saison dans la ligue. 8 saisons sans même se rapprocher d'une bague, ni même dépasser une seule fois le stade des demi-finales de conférence, on peut se demander s'il a vraiment les épaules pour aller au bout. Et malheureusement, ces doutes s'avéreront être réels, malgré une belle saison à 56 victoires et une place de 4e à l'ouest, les Clippers ne passeront pas le premier tour puisqu'ils se font éliminer par les Grizzlies. Quand on parle de 2013, il y a une équipe qu'on oublie presque toujours, et même à l'époque, elle était sous-estimée, les Denver Nuggets. Ils avancent dans l'ombre mais terminent la saison régulière en trombe avec un bilan post-All-Star de 24-4, ce qui en fait la meilleure sur la période, et ce avec une série impressionnante de 15 victoires consécutives entre février et mars. L'équipe est portée par Ty Lawson, Danilo Gallinari, André Iguodala et Kenneth Farid, un collectif bien équilibré mais surtout une attaque rapide et physique pratiquement injouable à domicile. Ils ont un bilan de 38-3 à la maison, c'est juste monstrueux. Ce bilan exceptionnel permet à George Karl de remporter le trophée de coach de l'année et son équipe est déjà perçue comme un sérieux danger en playoff. Pour couronner cette saison incroyable, leur premier adversaire en playoff n'est autre que les Warriors. Et pas besoin de vous dire que ce match-up tient de très belles promesses. Je vous disais au début de la vidéo que j'étais en pur hate watch des Lakers et je me régalais. Mais ce que je savais pas encore, c'est que j'allais prendre de plein fouet la légende de Kobe Bryant. Pour rappel, on avait laissé les Lakers à 25-29, 10e à l'ouest, bien loin des playoffs. Du moins, nous on les voyait loin, et pas Kobe. Non, lui il décide que rater les playoffs n'est tout simplement pas une option. Alors, du haut de ses 34 ans, il décide de réactiver pour peut-être la dernière fois le Mamba Mode. Yeah. Mentalité comme un putain de robot, moins de sommeil et plus de vie. La journée je fais semblant devant plein de bobos, le soir je décale et je prends le bus de nuit. Tous ces bâtards pensaient que je faisais dodo, mais des sons j'en ai plus que 1000. Je tire sur le bâton et je rêve de dorer comme si j'étais sur le Nimbus 2000. Je suis entre le bien et le mal, mais le man en fait il a bien trop de rancœur. J'ai la main sur le cœur mais le cum en fait il a juste envie de faire plus de kills. Envie de faire plus de crimes, mais mon argent je le vois pas trop dans le gun. Non, j'ai déjà un trou dans le cœur un peu comme l'ancien Gus de Kim. 42 points et 12 passes contre New Orleans. 41 points contre Toronto. 47 points à Portland. Et un triple-double contre Dallas. Et tout ça sur une très courte période. C'est juste hallucinant. Kobe est en mission sauvetage et il pousse son corps à la limite pour ramener ses Lakers en playoff, mais cette intensité a un prix. Le 12 avril 2013, face aux Warriors, Kobe se blesse sur une reprise d'appui après une faute et se déchire le tendon d'Achille. Après des semaines à porter son équipe, Kobe atteint son objectif, ramener les Lakers en playoff, mais il se blesse et sa saison s'arrête là. Kobe étant Kobe, il se relève après la faute et bien qu'il ne soit que sur un pied, il s'avance sur la ligne des lancers francs, inscrit ses points, puis quitte le parquet en boitant, laissant derrière lui des images qui viendront renforcer encore un peu plus sa légende. Et en ce qui me concerne, ce 12 avril, c'est devenu le jour où j'ai compris qui était vraiment Kobe Bryant. C'est donc une mission accomplie pour les Lakers qui arrachent la 7ème place à l'ouest et tombent sur un adversaire redoutable, les Spurs de San Antonio. Le truc avec les Spurs, c'est qu'ils font pas trop de bruit, alors que pourtant, ils dominent. L'équipe incarne parfaitement le choc de génération dont je vous parle depuis le début de la vidéo. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils sont autant sous-estimés parce que l'équipe est vieillissante. Tim Duncan a 36 ans et des rumeurs circulent sur une possible retraite à la fin de saison. Son coéquipier Ginobili a 35 ans et commence à ralentir également. Et enfin, sur le banc, Popovich est toujours présent du haut de ses 64 ans. Mais attention, vieillissant ne veut pas dire dépassé. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a Tony Parker qui réalise une de ses meilleures saisons en carrière avec 20 points et 8 passes de moyenne. Alors honnêtement, qu'est-ce qu'on pense de ces Spurs à ce moment-là? On sait que c'est solide, bien coaché, rempli d'expérience, mais on se dit qu'avec l'âge, ça risque de craquer physiquement en playoff. Preuve, c'est durant cette saison que Popovich met en place ce qu'on appelle aujourd'hui le load management. Le load management, c'est le fait de reposer ses stars pour préserver leur fraîcheur en vue des playoffs. La plupart du temps, ça concerne les fameux back-to-back. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est lorsqu'une équipe joue 2 soirs de suite. Et donc cette saison, Popovich repose régulièrement ses 3 stars, y compris lors de grosses affiches. Voilà un exemple parfait, un match face au Heat où Duncan, Ginobili et Parker restent à la maison lors du déplacement des Spurs à Miami. Le problème, c'est que la NBA voit d'un très mauvais œil le fait que des stars manquent des affiches ultra médiatisées. Résultat, une amende de 250 000 $ pour les Spurs. Ce qui est drôle, c'est que cette pratique était très mal vue à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est la norme. Finalement, on peut dire que les anciens étaient en avance sur leur temps. Bref, San Antonio termine 2ème avec un run de 21-8 depuis le All-Star Break et a à cœur de prouver que la machine est toujours bien huilée. Ça y est, on approche dangereusement des playoffs, et pour notre plus grand bonheur, l'une des plus vieilles rivalités de la NBA va être relancée grâce à une embrouille entre Carmelo Anthony et Kevin Garnett. D'abord, il faut dire que les Knicks réalisent une superbe saison, et à l'époque, c'est suffisamment rare pour être souligné. L'équipe termine 2ème à l'Est, portée par un Carmelo en feu qui finit meilleur scoreur de la ligue avec 29 points de moyenne.
moyenne. Durant la saison, un événement va marquer les esprits, un match entre les Knicks et les Celtics où Melo va se frotter à Kevin Garnett qui est connu pour être un très gros trash talker. Autour de ce match va naître une très grosse rumeur. Selon certains scoops, Garnett aurait glissé dans l'oreille de Melo cette phrase « Ta femme a le goût de miel pops ». À première vue, rien de choquant. Mais Melo va très mal le prendre car trash talk un joueur c'est assez banalisé, mais s'en prendre directement aux proches, c'est tout de suite moins bien vu, d'où la réaction de Melo. S'ensuit alors une scène qui va marquer cette saison, celle de Melo qui attend Garnett à la sortie pour régler ses comptes. Bon, cette version, comme je vous l'ai dit, c'est avant tout une rumeur. Celle-ci a été plusieurs fois démentie par les intéressés, laissant planer le doute autour de ce qu'a pu dire Garnett à Melo ce soir-là. Quoi qu'il en soit, la tension est montée d'un cran et ça nous offre un drama succulent, comme on les aime, digne des plus grands scénarios de télé-réalité. Dommage que ce ne soit pas assez bien écrit pour nous donner une affiche Boston Knicks en playoff. Pendant ce temps-là, la vie est belle à Miami, même pour les supporters. Qui se rappelle de ce fan qui a eu l'opportunité de tenter un tir à $75 000? You've got a one half-court shot, $75,000. Are you ready? Yes. Give him the basketball, please. By the way, Mike D, $75,000. All right, Mike, here we go. Ça, c'est un moment qui résume parfaitement la saison du 8. On les avait laissés à 7 victoires consécutives avant le All-Star Break. Cette série va grimper jusqu'à 27, ce qui en fait la deuxième plus longue série de victoires de l'histoire, derrière celle des Lakers en 1972, qui avait été jusqu'à 33 matchs sans défaite. Si je devais citer le match le plus marquant de cette série, je dirais que c'est celui face à Boston, déjà parce qu'il y a ce poster de LeBron sur Jason Terry. Wade from behind takes it away. Chalmers, pull, James! Pendant ce match, Miami est mené de 17 points dans un TD Garden en fusion. À ce moment-là, personne ne donne cher de la peau du 8 et on se dit que la série va s'arrêter ici à 22 victoires consécutives. Et ce serait mal connaître LeBron qui, 37 points plus tard, va donner la victoire à son équipe. Finalement, cette série historique s'arrête contre Chicago. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je n'ai pratiquement pas mentionné les Bulls dans cette vidéo. Pourtant, il y a des choses à raconter. Mais tout ce qui est essentiel, je l'ai déjà plus ou moins couvert dans ma vidéo sur Nate Robinson. Donc plutôt que de me répéter, je vous invite à aller y jeter un œil. Vous l'avez compris, Miami termine premier à l'Est avec un statut d'ultra favori pour le titre, et après une telle série, l'idée que cette équipe est imbattable commence à s'ancrer dans les esprits, ce qui en fait un gros avantage mental pour cette équipe. Et donc voilà pour les gros points de cette saison et de cette course au playoff. Avant d'attaquer le post-season, laissez-moi faire un léger détour. Pour ce format, c'était impossible de revenir en détail sur tous les points, donc vous savez quoi, je vous propose mon top 5 des meilleures actions de la saison. Top 5 des meilleures actions de la saison 2012-2013 selon moi. Et on commence avec Joe Johnson qui est défendu par Paul Pierce. Il reçoit le ballon et commence à dribbler tellement bas que Pierce perd l'équilibre. D'ailleurs, Johnson le punit d'un shoot parfait à mi-distance. Une belle humiliation pour le vétéran des Celtics qui cherche encore le ballon en sol. En quatrième, Kobe en mode Black Mamba qui claque un dunk énorme sur 2 défenseurs. Ça symbolise parfaitement sa fin de saison en mode super-héros pour aller chercher la qualif en playoff. Et claquer un dunk pareil à 34 ans, non, c'est monstrueux. On arrive sur le podium avec l'équipe la plus dominante de la ligue. Miami part en contre-attaque. Jason Terry se retrouve seul en défense et voit Cole et Chalmers combiner avant d'offrir un caviar à LeBron pour un poster somptueux. Deuxième position de ce top 5, le cross légendaire de Kyrie sur Knight. Et enfin, en première position, le alley-oop de Chris Paul pour DeAndre Jordan qui claque un poster colossal sur Brandon Knight qui décidément vit une saison cauchemardesque avec une deuxième apparition de ce top 5. Voilà pour le top 5, bien sûr des actions folles, il y en a encore des tonnes et en choisir que 5 c'était compliqué, alors dites-moi en commentaire quelle action selon vous méritait sa place dans ce top 5. Jouer pour les Knicks, c'est porter une énorme pression sur ses épaules. Tu évolues dans l'une des villes les plus emblématiques des États-Unis et tu joues dans un Madison Square Garden chargé d'histoire face à des fans en fusion. Des fans qui vouent une passion sans limite à cette franchise malgré un désert de succès. New York n'a pas remporté une seule série de playoffs depuis 2000, soit 13 ans d'attente. Et encore au-delà de ça, les Knicks n'ont pas gagné un seul titre depuis 1973. Pourtant, le Madison Square Garden est toujours plein à craquer, porté par des fans prêts à mettre le feu à chaque rencontre. Cette année, l'équipe veut briser cette malédiction. Mais pour ça, il va falloir passer par
par-dessus Boston, ajoutez à tout ça la rivalité historique entre les deux franchises ainsi que l'embrouille entre Melo et Garnett et vous obtenez un premier tour électrique. Melo est en mission et plante 36 et 34 points durant les 2 premiers matchs, Boston souffre et surtout s'effondre offensivement dans le game 2, n'inscrivant qu'un total de 23 points en deuxième mi-temps. On le savait déjà mais cette série confirme une tendance, les Celtics faiblissent et sont bien loin du grand Boston de 2008. On est à 2-0 pour New York, direction le Teddy Garden pour le game 3 à Boston où les Knicks s'imposent une 3e fois d'affilée, plaçant les Celtics dos au mur. Ils n'ont plus le choix, ils doivent absolument réussir un reverse sweep pour espérer rester en vie dans ces playoffs. Et la clé pour ça vient peut-être d'être donnée par New York. Alors que les Knicks semblent avoir le match en main, J.R. Smith dégoupille et balance un méchant coup de coude au visage de Jason Terry. Résultat, c'est une expulsion ainsi qu'une suspension pour le match suivant que subit Smith, et avec ça, la dynamique de la série est bousculée pour New York qui va perdre les 2 matchs suivants. 3-2 dans la série et New York, qui semblait tranquillement se diriger vers un sweep, commence à sentir la pression monter. Le match 6 se joue à Boston pour ce qui peut très vite devenir un gros piège pour eux. Boston donne tout pour survivre, mais cette fois, les Knicks ne laissent plus passer leur chance. Ils s'imposent en 6 matchs et éliminent les Celtics malgré un joli sursaut d'orgueil. C'est une libération pour New York. La franchise remporte enfin une série de playoffs après 13 ans de disette. Et pour ce qui est de la tension entre Melo et Garnett, c'est resté plutôt discret au final. Mais pour mes amateurs de drama, je peux quand même vous mentionner un petit truc. À la fin du game 5, alors que les joueurs rentrent au vestiaire, Jordan Crawford, qui est un simple remplaçant, lâche gentiment « My boy f*** your wife ». Melo n'y répondra pas publiquement, mais l'incident ne passe pas inaperçu et on aura droit à un petit tweet de la femme de Melo qui lui répond « Et c'est encore, t'es sur le banc pour une bonne raison ». Voilà. Ouais bon, c'est un petit flop cette histoire. Cette victoire fait un bien fou à toute la ville de New York, c'est déjà une saison plutôt réussie pour eux, mais l'aventure s'arrête là. Au second tour, les Knicks tombent face aux Pacers qui les éliminent en 6 matchs et voient Indiana filer en finale de conférence pour défier le champion en titre. Cette année, on a droit à un premier tour de playoff giga passionnant. De leur côté, Chicago réalise une énorme série face à Brooklyn avec un Nate Robinson en feu, portant les Bulls jusqu'à un game 7 qui le remporte. Et de l'autre côté, dans la baie de San Francisco, les Warriors sont en train d'écrire le début d'un nouveau chapitre. Golden State affronte les Nuggets, une équipe en pleine confiance après une deuxième partie de saison exceptionnelle. Mais je pense que Denver ne pouvait pas tomber sur pire adversaire que les Warriors, car eux aussi adorent jouer vite et courir dans tous les sens. Sauf que ils ont Steph Curry. Si vous aviez encore des doutes sur lui, le Game 2 les efface définitivement. Dans ce match, il inscrit 22 points dans le 3e quart-temps. Et je précise, pas 22 points dans le match, 22 points dans le 3e quart-temps. Avec ça, il met Denver à genoux et Golden State égalise à 1-1. Et ensuite, les Warriors prennent le contrôle de la série et scellent leur victoire en 6 matchs, pour ce qui est la première grande victoire des Warriors en play-off sous l'ère Curry, qui termine la série à 24 points et 9 passes de moyenne. Tout ça alors qu'il joue sa toute première campagne de play-off. Donc je pense que le message est assez clair, ce mec-là va devenir un sérieux problème pour la ligue. Mais en attendant, c'est un affrontement face aux Spurs qui les attend. Des Spurs qui arrivent en pleine forme après avoir sweepé les Lakers. Sur le papier, les Spurs ont l'avantage de l'expérience et du contrôle, sauf que ça, c'est pas le problème de Curry qui, histoire de choquer un peu plus le monde, plante 44 points avec 11 passes. San Antonio est en galère, totalement déstabilisé face à ce style de jeu nouveau, ce qui permet aux Warriors de pousser les Spurs en double prolongation, avant de finalement s'incliner dans ce match malgré la perf de Curry. La série est donc très disputée, mais au final les Spurs finissent par s'adapter et remportent assez logiquement la série en 6 matchs. Le bilan qu'on peut tirer de cette campagne des Warriors, c'est que malgré le manque d'expérience, cette équipe est déjà redoutable. Les Splash Brothers s'annoncent comme un duo dévastateur et leur style de jeu a conquis bon nombre de fans. D'ailleurs, je vous présentais Ray Allen comme le meilleur shooter à 3 points de cette époque, mais cette année, Curry a commencé à dépasser ses plus grands records. En inscrivant 272 tirs à 3 points sur une saison, il bat les 269 d'Allen. Et ça, ce n'est que les prémices de l'héritage que va laisser Curry sur la ligue. En attendant, cette année, l'équipe n'était pas encore prête pour aller au bout, mais après cette saison, tout le monde sait qu'ils ne tarderont pas à le faire. On approche de la dernière ligne droite de ces playoffs. Si cette saison est déjà historique, ces finales de conférence viennent ajouter une couche supplémentaire. À l'ouest, San Antonio affronte Memphis, tandis qu'à l'est, Miami défie Indiana. Deux affiches bien différentes avec une équipe ultra favorite dans chaque duel, mais des challengers prêts à renverser l'ordre établi. Jusque-là, Miami a déroulé sans trop forcer. Premier tour, ils balayent Milwaukee en 4 matchs. En demi, ils font face à une équipe de Chicago un peu plus difficile à manœuvrer, mais Miami s'impose quand même en 5 matchs. Maintenant, les choses sérieuses commencent, car les Pacers ont prouvé qu'ils avaient les armes pour poser de vrais problèmes aux champions. D'un côté, Paul George explose aux yeux du monde, et de l'autre, Roy Hibbert verrouille la raquette avec son physique imposant. Dès le game 1, Indiana montre qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Dans ce premier match, Indiana pousse Miami en prolongation grâce à une action ultra clutch de Paul George. Ils prennent même l'avantage en prolongation et n'ont plus qu'à tenir 2 secondes pour arracher la victoire. Mais les Browns en décident autrement.
Je me souviens qu'à l'époque, il y avait un vrai débat sur le facteur clutch de LeBron. Certains trouvaient qu'on pouvait pas compter sur lui pour prendre le dernier tir. Alors moi je partageais pas cet avis, mais force est de constater qu'il a fait taire beaucoup de critiques avec ce finish. Quoi qu'il en soit, Miami n'est pas à l'abri car Indiana a senti une faille dans l'armure, et ils vont s'engouffrer dedans dès le game 2 dans lequel Paul George sort un match très complet à 22 points, 7 passes et 6 rebonds, et permet aux Pacers de s'imposer et égaliser la série à 1-1. Miami n'est donc pas aussi intouchable qu'on le pensait, et Indiana commence à croire en l'exploit, mais je vais pas vous faire de faux suspense, bien que les Pacers soient coriaces, Miami va finalement élever son niveau de jeu et s'imposer en 7 matchs. C'est donc officiel, Miami retourne en finale NBA pour la 3e fois d'affilée. Cependant, 7 matchs d'une telle intensité, ça fatigue, et ça pourrait leur coûter cher pour la suite parce que pendant ce temps, San Antonio, eux, se sont facilement imposés face à Memphis en 4 matchs et arrivent en finale avec une semaine complète de repos. Un avantage énorme. Place maintenant à l'affrontement ultime, Miami contre San Antonio, la revanche de 2007. D'un côté le Heat en quête d'un back-to-back, de l'autre les Spurs qui veulent retrouver le goût de la victoire. L'heure de la grande finale a sonné. Prenez les finales en général, dans n'importe quelle discipline. Dans la majorité des cas, on s'attend à un affrontement épique, un duel entre les deux meilleures équipes, les meilleurs joueurs qui sont dans les meilleures dynamiques du moment. Sauf que la réalité, c'est que bien souvent, il faut un alignement de planètes pour que les deux adversaires soient en effet les deux meilleurs, qu'ils soient au top niveau, et ça exactement au même moment, sans qu'il n'y ait de blessures, ni que les favoris se rencontrent plus tôt dans la compétition. Donc il nous faut tout ça pour nous donner le bel affrontement qu'on imagine. Et ben dites-vous que cet alignement de planètes, on l'a eu. Et pas seulement sur le terrain, mais aussi sur le banc, avec une bataille tactique entre deux coachs comme on en voit rarement. D'un côté, Greg Popovich, la vieille école. Enfin, pas n'importe laquelle. Le mec est en poste depuis décembre 1996. J'hallucine. Ce gars était coach des Spurs à ma naissance. Et en 2013, il est encore là en train de jouer une finale NBA. Sa longévité est dingue. Surtout quand tu sais qu'aujourd'hui, en 2025, il est toujours officiellement au poste. Je dis officiellement car malheureusement quelques complications de santé l'empêchent d'être sur le banc et on espère un retour pour la saison 2025-2026. Si Popovich est resté aussi longtemps, c'est parce que les Spurs, sous son coaching, ça gagne. Beaucoup. Premier titre en 99, puis un autre en 2003, en 2005 et le dernier qui remonte à 2007. Dites-vous qu'à la base, lorsque Popovich récupère l'équipe, c'est une franchise en crise. Et il en a fait l'équipe la plus régulière des années 2000. Et il y a une autre stat aussi qui est importante, il n'a jamais perdu une finale NBA. Sa philosophie de jeu est basée sur le collectif, la discipline et surtout l'efficacité. Donc évidemment en 97, quand il a eu la chance de récupérer Tim Duncan durant la draft, il ne s'est pas posé de questions. Duncan n'était ni flashy, ni spectaculaire, mais il faisait tout parfaitement et simplement. À tel point qu'il était surnommé Mister Fondamental. C'était littéralement l'extension de Popovich sur le terrain et ensemble ils ont bâti une dynastie. En vrai, je vous parlais de Pop comme d'un mec de la vieille école, mais en y réfléchissant, c'est pas tellement le cas, puisque en vérité, le mec est plutôt visionnaire. Comme on l'a vu, il a été l'un des premiers à comprendre l'importance du load management, bien avant que ça ne devienne la norme. Et il a surtout été un pionnier dans le recrutement international. Dans les années 90, on comptait à peine 20 joueurs internationaux en NBA. Aujourd'hui, on est autour des 120 chaque saison. Mais lui, dès les années 2000, il est allé chercher Manu Ginobili en Argentine et Tony Parker en France pour les transformer en stars NBA. C'est comme ça que San Antonio s'est retrouvé à dominer la ligue pendant presque 15 ans, et arrivé aujourd'hui une fois de plus en finale. Sauf que sur le banc d'en face, cette fois, il y a Erik Spoelstra. À la base, Spoelstra, c'est un mec qui a démarré tout en bas. Il arrive à Miami en 1995 au simple poste de coach vidéo. Un poste totalement ingrat, souvent réservé aux jeunes assistants qui espèrent juste exister dans un staff NBA. En gros, son taf, c'était de regarder des cassettes de matchs toutes les nuits pour analyser chaque détail des matchs afin d'aider l'équipe à préparer ses tactiques. Et évidemment, à la fin, tu dis rarement, pour pas dire jamais, que c'est grâce au coach vidéo qu'on a remporté un match. Il est totalement oublié. Mais devinez quoi? Ce petit taf ingrat s'est avéré être la meilleure formation possible pour Spoelstra. Grâce à ce boulot de l'ombre, Spoelstra grimpe les échelons jusqu'à devenir head coach en 2008. Il commence avec Dwayne Wade, galère un peu au début, mais gagne en expérience. Puis en 2010, LeBron James et Chris Bosh débarquent. Et il se retrouve à la tête d'une super team avec toute la pression que ça engendre. Résultat, première finale en 2011, échec total face à Dallas. Mais une bonne leçon puisque le Heat corrige ses erreurs l'année suivante en allant décrocher le titre. Et maintenant, il a l'occasion de valider définitivement sa légitimité en battant Greg Popovich, le coach légendaire des San Antonio Spurs.
Revenons un peu sur Ray Allen. Je vous ai parlé de son facteur clutch, mais revenons là-dessus un peu plus en profondeur. Ce mec a des mixtapes entières de tirs décisifs, des vidéos de plusieurs dizaines de minutes où il crucifie ses adversaires dans les moments les plus chauds. C'est simple, dans les années 2000, il n'y a pas mieux que lui en tant que shooter. C'est grâce à cet instinct assassin qu'il a été un acteur majeur du titre des Celtics en 2008. Et c'est exactement pour ça que Miami l'a recruté l'été dernier. Maintenant, comme l'histoire est bien faite, il va avoir une nouvelle occasion d'écrire sa légende, grâce à un tir en particulier. Game 6, il reste 15 secondes, Miami est mené de 3 points. Après un tir raté de LeBron, le ballon rebondit, Chris Bosh s'arrache au rebond, puis scanne le terrain en une fraction de seconde. Il sait exactement où envoyer le ballon. Il voit Ray Allen reculer vers la ligne à 3 points, comme si ça avait été répété des milliers de fois. Allen reçoit le ballon, et là, on entre dans un moment très particulier. Ce tir n'est à proprement parler pas un game winner, puisqu'il permet seulement au Heat d'égaliser pour espérer arracher une prolongation. Seulement, chaque personne présente à ce match a très exactement le même feeling à ce même instant. Si Ray Allen rentre ce shoot, c'est une certitude, Miami remportera ce match. Mais même encore plus loin, si Ray Allen rentre ce shoot, c'est une certitude, Miami deviendra champion NBA pour la 2e année consécutive. C'est pas un simple tir dans un match que s'apprête à prendre Ray Allen. Non, c'est plus que ça. Ce tir, c'est tout le destin de la finale qui s'apprête à basculer. They need a 3. Green trying to get free. Cross court pass to Green. Green blocked by Bosh. Game over. There'll be a game 7. This is everything that we worked for all season long. All the sacrifices we've made to each other, dog. It's their hard work pay off, man. I think in 20 years, when they talk about this era, if Tim Duncan could say, I went 2-0 in the finals against LeBron James. Here we go. Game 7 of the finals. Missing a layup to tie the game. Game 7's gonna always haunt me. The finals' most valuable player is LeBron James. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était un format un peu différent de mes 2 premières, donc ça n'a pas été évident à mettre en place, il y avait beaucoup d'éléments à raconter, donc si vous avez des retours, je suis totalement preneur. Et évidemment, je pouvais pas parler de toutes les équipes, sinon vous imaginez bien que la vidéo aurait duré des heures. En tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à l'écrire, à replonger dans cette saison. Comme je vous l'ai dit, c'est la première d'une série de 3 vidéos, on reviendra bientôt sur 2014 et 2015, et croyez-moi, ça promet des histoires incroyables à raconter. En attendant, portez-vous bien, pensez à vous abonner pour ne rien rater, et mes réseaux sont dispo en description. Merci encore et à très vite pour une nouvelle histoire.